Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être présents. Je me présente, Mylène Bernard, je suis conseillère en transfert pour le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Dans un premier temps, j'aimerais remercier notre partenaire, commanditaire et co-créateur de ce webinaire Go RH. Merci beaucoup. Je vais donner quelques petites directives techniques avant de débuter l'événement. Donc, l'événement se tient sur 1 heure. Nous aurons une période de questions de 15 minutes avant la fin du webinaire. Alors, on retient toutes les questions pour la fin. Juste pour vous faire part, ça se peut que vous entendiez une charmante voix de temps à autre. Il s'agira de celle de Chantal, notre collègue qui est au soutien technique. Donc, je vous demanderai pour les questions, s'il vous plaît, si possible, de les poser dans la public Q&A. Et pour les commentaires, on les met dans le chat, s'il vous plaît. Alors, on va sans tarder, je veux vous présenter notre conférencière aujourd'hui, Pamela Bérubé. Bienvenue. Merci de l'invitation. Merci d'être ici avec nous. Pamela est vice-présidente et cofondatrice de GoRH. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important, le transfert des connaissances. Alors, Pamela, je te cède la parole. Bon webinaire, tout le monde. Merci. Alors, eh bien, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Je suis hyper enthousiaste d'être parmi vous. D'abord parce que on sent que le volet RH a répondu à un besoin parce qu'on est plusieurs personnes à avoir répondu positif à l'appel, à l'invitation de ce webinaire-ci pour ce midi. Alors, aujourd'hui, on parle de transfert de connaissances dans le cadre, évidemment, d'un transfert d'entreprise, d'une acquisition finalement. Donc, pour vous, j'ai préparé 6 volets qui pourront être adressés en séquence, évidemment, pour rendre accessible l'information et que vous puissiez chacune repartir avec de l'inspiration, avec des façons de faire, peut-être même avec des nouvelles idées pour ceux et celles qui sont parmi nous et qui sont déjà dans un processus de transfert ou encore amorcent des initiatives en ce sens-là de transfert de connaissances. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous parler de ce thème-là sous forme de 6 volets. Alors, le premier volet, on parle évidemment de la culture apprenante. Pourquoi, pour moi, c'est important de démarrer ce webinaire-ci par la culture apprenante? D'abord parce que pour moi, c'est le terreau fertile, en fait, qui va permettre de prendre en vie finalement vos initiatives de formation, vos initiatives de transfert de connaissances et évidemment qui va vous permettre d'avoir des communications régulières et de mettre en place aussi une atmosphère qui est conviviale et qui permet la facilité d'échange et de développement des compétences. Donc, peu importe les outils, peu importe les façons de faire, les stratégies, les processus pour lesquels on veut se doter, s'il n'y a pas de culture apprenante, si ça ne fait pas partie de l'ADN de l'organisation, évidemment, on est un petit peu moins sujet à avoir des résultats positifs. Alors, posez-vous la question aujourd'hui pour ceux qui sont en acquisition ou justement en transfert ou vous êtes un cédant peut-être de l'organisation. Comment qualifiez-vous votre culture d'apprentissage, votre culture apprenante et est-ce qu'elle est suffisamment riche pour pouvoir amorcer et inclure finalement des démarches plus concrètes au niveau du transfert de connaissances? Donc, au niveau de la culture apprenante, comme je vous disais ici, bon, un environnement organisationnel qui encourage, qui soutient l'apprentissage en continu, évidemment à tous les niveaux. Aujourd'hui, on parle du cédant, d'une relève ou de repreneur, mais évidemment, la culture d'apprentissage, pour moi, c'est bien au-delà d'uniquement 2 personnes ou d'un petit groupe de personnes. C'est réellement dans l'ensemble de l'organisation et qui couvre vraiment de façon plus globale les différentes initiatives pour pouvoir enrichir et garder l'intelligence collective à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est la promotion de la curiosité, la tolérance aussi envers l'échec et comment on rebondit sur nos échecs pour en soutirer des apprentissages et comment on fait également pour mettre en place des initiatives, soit formelles ou informelles, au niveau de l'apprentissage et de la formation.
Mais là, si je peux me permettre, l'importance de la culture apprenante spécifiquement dans le contexte d'un transfert d'entreprise, si on peut élaborer un petit peu là-dessus. Bien, évidemment, ce qu'on veut quand on amorce une transaction, c'est de pouvoir concrètement s'assurer que l'intelligence collective, que le savoir-faire, le savoir-être demeure dans l'organisation. On sait souvent quand on est plus dans un modèle petite entreprise, généralement, l'entrepreneur, le propriétaire ou le groupe d'associés propriétaires ont de belles années derrière eux, hein, de connaissances, de façons de faire, d'utilisation d'outils, de façon de négocier, d'entretenir un écosystème de partenaires. Et donc, ce qu'on veut quand on est le repreneur ou on est la relève, c'est de pouvoir s'assurer de garder ces connaissances-là à l'intérieur de l'organisation pour assurer une pérennité aussi de ce que on amorce comme acquisition. Alors, pour moi, la culture apprenante va venir assurer aux différentes parties prenantes de maintenir l'expertise et justement la valorisation également de l'organisation. Le deuxième volet, donc, une question qui m'est souvent posée et je trouvais important de vous l'amener ici. Quand j'interviens dans des processus de transfert de connaissances, souvent on me demande comment je fais là? Comment on fait pour harmoniser la relation d'apprentissage entre le cédant et la relève? Donc, parce qu'on arrive avec toutes sortes de situations. Parfois, on a une équipe ou un cédant, une cédante qui a bien hâte là, d'arriver à sa retraite ou à sa semi-retraite. Et donc, on a le goût rapidement que la relève s'installe, que les repreneurs ou le repreneur s'installe confortablement dans la nouvelle chaise et puisse prendre vraiment les rênes de l'organisation. Et donc, on arrive dans un modèle plus accéléré, justement, de transfert de connaissances, alors que des fois, dans certaines situations pour lesquelles j'interviens, on a au contraire un cédant qui a passé sa carrière à construire cette entreprise-là, a à cœur de bien transférer l'information pour voir vraiment, de laisser un legs et un héritage, puis de voir son entreprise vivre encore de belles années. Et donc là, on va avoir une partie prenante beaucoup plus investie, engagée, parfois même sur du long terme. Donc ici, comment on harmonise? Ben, pour moi, ce qui est essentiel, d'abord, c'est la communication ouverte, transparente, en toute confiance, de se nommer c'est quoi nos attentes et nos préoccupations par rapport à ce processus de transfert de connaissances-là et de voir c'est quoi le temps qu'on veut investir, quel modèle on choisit, comment on coordonne nos agendas. Est-ce que c'est de l'ordre d'une journée semaine qu'on amorce certaines initiatives de transfert de connaissances ou on est plus de l'ordre d'une rencontre par mois? Donc, je pense que rapidement, on doit mettre carte sur table dans la façon dont on veut s'impliquer. Évidemment, ça demeure des ingrédients essentiels pour que le lien de confiance arrive rapidement. On sait également que quand on amorce des transactions, parfois, on a été partie prenante des négociations. Donc, dans le meilleur des mondes, tout ça finit très positivement. Dans certains cas, je vois que parfois, il peut y avoir des tensions qui demeurent un petit peu dans cette relation-là. Alors, évidemment que d'être plus transparent puis de bien communiquer c'est quoi nos attentes en termes de transfert de connaissances et de compétences, c'est très essentiel. Ensuite, il y a toute la notion aussi, je trouve important de nommer dans cette dynamique-là, c'est les générations, les styles d'apprentissage, en bref, les différences qu'on peut rencontrer en termes d'apprenants et de formateurs, parce qu'on est tous dans une dynamique de coaching, de formation, puis le repreneur, de son côté, a à acquérir des nouvelles connaissances et compétences. Et là, il faut être plus conscient de c'est quoi notre modèle, c'est quoi notre posture, et puis de voir un petit peu comment moi j'aime apprendre, c'est quoi j'ai de besoin, quel outil j'ai le goût d'utiliser, c'est quoi la fréquence dont j'ai de besoin pour apprendre. Puis d'un autre côté, quand on est le cédant, c'est de dire, moi, je l'ai appris de cette façon-là. Par contre, c'est peut-être pas de cette façon-là dont tu as le goût d'apprendre. Alors, c'est d'harmoniser justement nos façons de léguer l'apprentissage et de léguer les connaissances. Alors, c'est dans une optique, évidemment, encore là, de communication. On parle aussi d'avoir des objectifs clairs. Donc, à terme, est-ce qu'on vise que le repreneur ait 100% des connaissances ou on vise d'avoir réellement misé sur qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui peut mettre à risque l'organisation?
par exemple. Donc, ça aussi, ça demeure des objectifs très, très, très importants à mettre en place. Également, autre aspect dans cette optique-là ici, comme harmoniser la relation d'apprentissage, ce qui est important, c'est aussi de regarder l'ensemble de l'équipe qui est en place. Donc, ici va s'inscrire toute la notion de finalement quand est-ce qu'on avise là, l'équipe. Des fois, ça peut être l'équipe de direction, ça peut être la grande équipe, là, toute l'entreprise finalement, parce que à l'intérieur de ça, on a d'autres, des fois, joueurs clés qui ont tout aussi des compétences extrêmement essentielles pour assurer la pérennité. Alors, est-ce que dans le modèle de transfert de connaissances, on vise uniquement d'avoir le cédant et la relève, ou on a d'autres intervenants clés dans l'organisation qui demeurent en place dans la transaction, qui eux aussi doivent s'impliquer? Parfois, pour donner un exemple concret, je rencontre dans des modèles de transfert un propriétaire qui quitte, qui va à l'organisation, mais que le bras droit des 15-20 dernières années demeure dans l'entreprise et lui aussi a de l'information et des compétences vraiment très critiques pour l'entreprise s'il y a un départ, par exemple. Donc, évidemment, cette personne-là, cet individu-là, doit dès le début être conscient qu'il y aura une certaine implication qui sera attendue de sa part dans le transfert des connaissances là, comme tel. Et évidemment, comment harmoniser? Je pense que d'avoir un plan de match, un plan d'action avec des séquences qui sont réalistes pour les deux parties, cédant, repreneur, relève, nous permet également de favoriser une belle harmonisation là, entre les parties prenantes. Excellent, Pamela. On parle aussi relation de transfert. C'est à quel moment qu'on doit déclencher cette relation-là? Bonne question, parce que, évidemment, il y a des scénarios. Je crois toujours que c'est du cas par cas. Ma réponse est plate, comme on dit, mais je pense qu'à chaque fois qu'on arrive face à un transfert, moi, j'ai beaucoup d'éléments que je regarde qui vont beaucoup m'indiquer est-ce que très rapidement, j'amorce un transfert de connaissances et je vais beaucoup évaluer le niveau critique, en fait, des compétences qui sont à acquérir. Alors, si je me rends compte que le propriétaire qui est le cédant possède à peu près, fait 6 chapeaux, là, 6 responsabilités ou 6 rôles dans l'entreprise, je m'attends réellement d'amorcer un transfert de connaissances assez rapidement dans la transaction. Ici, évidemment, on va parler aussi même de vérification diligente. Je crois que dans cette démarche-là, ou en tout cas dans cette section-là là, de la démarche de transfert, quand on est à cette vérification-là, je pense que le volet RH, plusieurs volets RH sont à vérifier, là. Notamment, bon, est-ce qu'on a des gens, est-ce qu'il y a un milieu de travail conflictuel, est-ce qu'on a beaucoup d'employés qui ont été en arrêt de travail dans les dernières années? Tout ça démontre des fois une dynamique humaine pour laquelle on doit accorder un petit peu plus d'attention. Mais aussi, quand on parle aujourd'hui de notre sujet du webinaire, du transfert de connaissances, moi aussi, j'ai le goût de voir en vérification diligente, quelles sont les compétences qui sont à risque si j'ai des gens qui quittent. Parce que parfois, nos services ou nos produits vont dépendre d'une, deux ou trois, quatre personnes. Et là, s'ils sont au fait de la transaction trop, trop tard, puis que finalement, on a des matelots qui ne veulent plus faire le voyage avec nous, on met à risque et la valorisation de la transaction est beaucoup moindre à ce moment-là. Et pour le repreneur, évidemment, le projet d'entreprise devient un petit peu moins intéressant. Alors, dans certains cas, quand on évalue que les compétences sont réellement critiques ou extrêmement longues à transférer aussi, c'est un autre élément que je regarde, on va viser là, très rapidement dans la transition à nommer et à instaurer là, finalement un transfert là, de connaissances entre les différentes parties prenantes. Alors, pas d'autres questions, Mylène? Je peux aborder le troisième volet? Le micro est fermé, Mylène, désolée. Ça devait être très intéressant ce que je disais, excusez-moi. Dans le fond, Pamela, si on pourrait aussi voir au niveau, c'est quoi, quand on parle, mettons, d'une cascade de communication dans ce processus? Oui, donc quand on parle de la cascade de communication, encore là. Donc, parfois, on va démarrer pour aviser là, rapidement
l'équipe de gestion. Donc, évidemment, tout dépendant l'envergure de l'organisation. Parfois, je vois que les petites entreprises, là, dès la signature et dès les premières discussions assez là, confirmées là, de transactions, généralement, je vois des entrepreneurs là, qui prennent soin déjà d'aviser la petite équipe, puis on s'assure hein, d'une mobilisation puis d'un succès finalement de la transaction. Dans certains cas, quand c'est beaucoup plus volumineux, où la transaction est beaucoup plus longue, où on a des parties prenantes externes aussi la plupart du temps, je vois des scénarios là, que la cascade est davantage là, avec une stratégie là, sur un scénario de communication sur du long terme. Soit on va y aller avec l'équipe de direction ou s'il y a une équipe de VP. Ensuite, on va vraiment le redescendre vers le bas jusqu'à une réunion, soit départementale ou générale, où est-ce qu'on annonce avec un plan de match, avec une structure de communication beaucoup plus étoffée et on met les gens en confiance. On prévoit d'avance même au niveau des irritants, au niveau des incertitudes, des inquiétudes. Généralement, on a veillé là, à toutes ces éventualités-là pour avoir les bonnes réponses, pour avoir les bonnes pistes d'intervention, pour s'assurer que ça demeure un voyage plaisant, puis une expérience employeur plaisante pour l'ensemble de l'équipe. Donc, cette cascade-là, généralement, quand j'interviens, on évalue les préoccupations qu'il peut y avoir dans l'organisation, puis on évalue les séquences qui seraient le plus viables sur du long terme pour maintenir l'ensemble de l'équipe en place et par le fait même les différentes connaissances et compétences internes, parce qu'évidemment, c'est le sujet aujourd'hui au niveau du transfert de connaissances, mais on va généralement y aller dans cette cascade-là. Et également, lorsqu'on amorce le transfert de connaissances entre le cédant et la relève, c'est des fois en cours de route où on estime que oui, il faut intégrer d'autres joueurs dans la dynamique parce qu'on se rend compte que tel élément va être un petit peu plus long. J'aimerais qu'un de mes collègues ou encore un directeur ou autre un responsable d'une division se joigne à nous dans cette portion-ci pour cette connaissance-ci particulière. Bon, alors là, ici, on amorce vraiment un scénario de transfert qui peuvent inclure certaines personnes. Alors à ce moment-là, pour répondre à ta question dans un deuxième temps, on a aussi une séquence des fois avec certains experts qui ont des compétences nichées dans l'organisation qu'on va venir joindre en cours de route et qu'on va communiquer en cascade avec eux aussi là, par le fait même. Donc, ça répond bien, Mylène? Oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est sûr que des fois, est-ce qu'il y a de la réticence? T'sais? Ça, on entrera Oui. peut-être un peu plus tard dans le sujet, le collaboratif dans ça. Là, on ne peut pas tordre un bras à personne non plus. T'sais, comment on agit avec agilité là-dedans? Oui, Tu le sais parfait. Bien, mieux que effectivement. personne, tu es dans les RH, puis tu sais ce que c'est. Hein? On sait que l'enjeu humain, souvent, c'est le nerf de la guerre. Donc, Oui, il peut y avoir oui, des réticences, effectivement. Puis, tu sais, ça nous ramène hein, à ce que je disais au départ. Là. Il y a comme toute une question aussi de la dynamique s'installe comment là, lorsque la transaction est presque terminée. Est-ce que c'est positif? Est-ce que les gens sentent que ça a été du gagnant-gagnant du début jusqu'à la fin? Alors, encore là, ça vient des fois confirmer un peu la nature de comment va se passer l'ambiance de ce transfert-là. Mais oui, des fois, il peut y avoir des réticences, effectivement. Puis peut-être même qu'on parle de réticence, des fois, comme on disait, Mylène, de joueurs clés à l'interne qui ont quand même une belle valorisation de leurs compétences et des piliers dans l'organisation. Alors, des fois, on peut avoir des petits jeux de pouvoir hein, qui s'installent de dire hey, moi, je vais donner mon information, mes compétences à compte-goutte parce que j'aime que ça me donne un petit peu la mainmise ou un plus gros bout du bâton là, dans mes négociations ou en plus que là, je vais avoir un nouveau patron. Donc, comment s'installe cette dynamique-là? Je pense que l'idée là-dedans, on en revient à notre fameuse culture d'apprentissage, une culture apprenante où les gens voient la valeur ajoutée de partager des connaissances, de faire valoir aux plus jeunes ou aux gens qui arrivent dans l'organisation, de faire valoir toute l'expertise qu'il y a à l'interne. Je pense que la culture, quand je parlais au début que c'est un terreau essentiel pour vraiment que les compétences s'enracinent puis que les comportements aussi au quotidien des gens dans l'équipe témoignent de cette importance-là à partager puis à apprendre les uns des autres. Donc, oui, il peut y avoir de la résistance effectivement par moment. Ça nous amène, tout le monde, au volet 3, en fait, dont je voulais vous parler, qui est au niveau des éléments clés de la gestion des connaissances. Dans le volet 4, je vais vous parler d'une démarche un petit peu plus structurée. J'ai quand même mis une démarche sans trop de détails parce qu'on est de l'ordre d'un webinaire. Donc, je ne vais pas vous
vous remplir le crâne avec bien de la théorie, mais quand même. En volet 3, je vous parle de quelques éléments clés. Donc, ici, c'est bien certain que oui, on va parler de la fameuse culture, mais il va venir s'ajouter à ça toute la notion de comment on identifie les connaissances critiques et les connaissances prioritaires à transférer. Donc, c'est quoi les outils finalement qu'on va venir là, utiliser pour venir cartographier les compétences essentielles, les compétences critiques. Ensuite, on va parler aussi d'éléments qui vont être dans la structuration. Donc, une fois qu'on a un peu le portrait des compétences à transférer, comment on s'y prend, comment on structure cette démarche-là. Ensuite, on va parler beaucoup de diffusion, de communication au niveau des compétences. D'autres éléments importants vont être dans la notion de base de données, des technologies qu'on va utiliser pour consigner finalement ces compétences-là. Donc, pour moi, que ce soit technologie, communication, culture, ce sont des éléments qu'on doit d'abord tenir en compte, mais aussi envisager dans notre plan d'action pour la suite et être minimalement en maîtrise de ces aspects-là. Plus on s'improvise, plus la démarche de transfert de connaissances devient, on peut percevoir parfois de la perte de temps. Et on sait que quand on est en acquisition d'entreprise, mais en acquisition de compétences, puis en appropriation de notre nouveau rôle, du temps, ce n'est pas une ressource qu'on a en quantité inépuisable. Alors, d'avoir un beau plan de match qui est vraiment concis, agile, nous permet de voir moi, j'ai des scénarios là, hyper positifs que je vois où le repreneur, la relève a une courbe d'apprentissage et d'appropriation du rôle vraiment exceptionnelle parce que ça a été réfléchi, on a bien ciblé les compétences et on s'est doté de façons de faire qui sont vraiment optimales pour que l'individu ait une acquisition rapide de ces compétences-là. On va aller au volet suivant, si vous voulez bien. À moi, Mylène, tu as une question? Va bien, parfait. Donc, on passe au volet 4. Alors, dans l'idée de ces mêmes éléments-là, moi, je vous les ai ramenés ici dans certaines étapes essentielles du processus. Quand j'interviens, évidemment, c'est sûr qu'il y a un cahier de charge où on parle vraiment de façon détaillée des étapes et des sous-étapes à lesquelles les différentes parties prenantes doivent intervenir. Ils doivent comprendre qu'on a des attentes à certains niveaux dans la démarche, des attentes en termes d'implication, de documentation et tout ça. Donc, pour faire rapide dans le motif, évidemment, qu'on a aujourd'hui, rapidement, moi, j'ai couché ça sur 3 étapes là, assez simples. D'abord, on a la planification préalable de la reprise du transfert de connaissances. Alors, comme Mylène me posait comme question tout à l'heure, à quel moment on planifie? Évidemment, je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis de voir à quand va bien servir cette démarche-là. Vaut mieux quand même trop tôt que trop tard, c'est-à-dire quand on sent que la démarche, elle est officielle, que la transaction est sur le point. Donc, évidemment, on enclenche vraiment les communications, on enclenche également l'évaluation, là, un petit peu plus des compétences qui sont critiques. On peut le faire dans la vérification des gens ou dans une autre démarche en parallèle, mais ça nous permet vraiment de venir mesurer l'importance de ce transfert-là. Dans certains secteurs d'activité, je vous dirais qu'on peut même évaluer un plan sur 2 ans. Je vous mets ça au pire, mais des fois, j'ai des transferts de connaissances qui vont être de l'ordre de 6 mois à peu près. Donc, ça vous donne un peu un envergure, là, une échelle finalement de la durée, de la longévité d'un processus de transfert de connaissances. Mais on peut le prévoir lorsque dès le début, on a la mesure de ces compétences-là, puis qu'on est capable d'identifier est-ce que c'est de la formation uniquement à l'interne dans un transfert à proprement dit, ou même qu'on estime qu'une formation à l'externe ou un développement des compétences externes pourrait être aussi optimal. Donc, évidemment, il y a cet aspect-là aussi qui entre en ligne de compte à l'étape 1. Et évidemment, on établit les parties prenantes, c'est dans relève, oui, bien sûr, mais ensuite, est-ce qu'il y a d'autres joueurs à l'interne qui seraient essentiels de joindre à cette dynamique-là de transfert de connaissances? En étape 2 maintenant. Donc, on va être ici dans la fameuse étape qui est un petit peu plus longue. Je vous dirais que généralement, c'est là où, de mon côté, là, une fois que tout a été planifié, le plan d'action, tout ça, c'est là où on passe beaucoup plus de temps à documenter. Évidemment, quand on est un cédant ou quelqu'un qui a des fois des années derrière lui là, à
développer de l'expertise, même à construire des compétences qui sont très, très uniques à un marché, à un service ou à un produit. C'est sûr que la documentation, il faut que je tire un petit peu les verres du nez des cédants pour comprendre c'est quoi leur quotidien, comprendre c'est quoi les compétences techniques ou autres là, qui est essentiel à transférer à la relève. Alors, la documentation peut prendre toutes sortes de formes. On va le voir un petit peu tout à l'heure. Ça peut être le guide de l'apprenant, ça peut être dans une plateforme où on peut venir mettre de la vidéo, des images pour documenter le plus possible là, ce que fait le cédant ou encore un employé clé qui quitte là aussi, ça peut être une même dynamique qui s'installe là, sans être dans le cadre d'un transfert d'entreprise. Là. Mais donc, la documentation est essentielle et ici, c'est certain que moi, je vais beaucoup m'adapter à là où est rendue l'entreprise. Si on est moins dans le numérique, parfois, je vais vraiment proposer des façons plus traditionnelles de documenter. Quand je sens que l'entreprise est réellement déjà rendue dans le numérique, des fois, ça peut être dans des SharePoint, dans des documents partagés. Parfois, j'ai des gens qui ont des plateformes d'apprentissage même dans l'organisation. Alors, à ce moment-là, on va orienter notre documentation pour venir s'adapter à ce qui est déjà existant. Des fois, je me permets de proposer d'aller vers du numérique quand je sens que l'entreprise est prête à faire face à ça. Mais ici, c'est vraiment on formalise les procédures et on enclenche en étape 2, documentation, observation, entrevue. J'ai des journaux de bord aussi que je fais remplir là, quotidiennement à mes cédants, à mes relèves aussi. En étape 3, donc, et là, ben, on est dans une implication en suivi continu, c'est-à-dire on a un agenda de rencontre, on a des cibles de rencontre, on a une mesure d'acquisition de certaines compétences qu'on veut s'assurer avant le départ là, officiel du cédant qu'il y a une acquisition à 100% de fait dans des compétences plus critiques. Et ensuite de ça, comme dans n'importe quel bon vieux plan d'action, on a un suivi et on a un ajustement si nécessaire. Donc, si on voit que les façons d'enseigner ou les façons de transmettre de la connaissance, on est un petit peu à côté là, de ce dont a besoin la relève. J'invite beaucoup, des fois, ce duo-là à reconduire des fois d'autres façons de faire ou à se réajuster, puis à faire un petit post-mortem parfois là, à certains moments clés là, du processus. L'idée, c'est ça serve le mieux possible aux deux parties, puis qu'on voit qu'on respecte les cibles aussi d'engagement des deux parties, parce que des fois, quand on close une transaction, puis que, bon, c'est nommé, c'est clair que le cédant reste seulement 12 mois, ben c'est pas 13 mois, c'est 12 mois qui a été convenu. Donc, évidemment, on essaie d'être le plus efficient possible là, à cet égard-là. Donc, en étape 3, on enclenche, on suit le plan d'action, on fait certains suivis mesures et on s'ajuste aux besoins. J'ai une petite question, Pamela. M'entendez bien? Oui. Dans le fond, je me disais, oui, c'est sûr, on voit ça. Il y a un bel encadrement, il y a un agenda qui est mis en place. Donc, les gens sont encadrés, il y a une démarche, il y a une date, il y a un objectif commun, on voit tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à garder tout ce beau monde-là motivé? Comment on arrive à les faire poursuivre là, dans cette démarche-là pour ne pas ralentir, pour conserver l'objectif commun? Oui, ben, c'est une excellente question parce que, comme on le sait, du temps, souvent, si on aurait 30 heures d'une journée, on les prendrait. Malheureusement, on a seulement 24 heures. Je ne crois pas que ça change demain. Puis des fois, la motivation peut perdre un petit peu, à longue haleine, là, peut perdre un petit peu de dynamisme parce que, bon, parfois, la démarche, elle est trop périlleuse. Parfois, l'engagement d'une partie ou de l'autre n'est pas tout à fait respecté. Parfois, les rencontres sont annulées. Donc, je vois toutes sortes de situations que je sens des fois que la motivation va baisser. Parfois, on ne se permet pas d'être assez transparent pour dire, moi, la façon dont j'apprends ou la technique que j'ai de prendre possession de cette connaissance-là ou de cette compétence-là ne me convient pas. Je sens que c'est épuisant pour moi, ça me prend trop de temps. Donc, on se souvient, puis je le redis, là, généralement, le repreneur a beaucoup de choses à s'approprier, hein, de la structure de l'entreprise, surtout quand c'est des repreneurs externes, de faire des ponts de confiance, des liens de confiance avec l'équipe en place. Donc, il y a toutes sortes de défis, d'enjeux. Alors, quand on ramène ici une séquence de transfert de connaissances, il faut s'assurer que ces gens-là ne perdent pas de la motivation. Donc, pour ça, ça va nous ramener beaucoup au point de départ, c'est-à-dire est-ce qu'on a des objectifs justement
qui ont été clarifiés? Est-ce qu'on a des rôles, des responsabilités de part et d'autre, là, cédant-relève, qui ont été clarifiés? Parfois, je vois, pour donner un exemple concret là, pour les gens qui sont avec nous ce midi, parfois, je vois même une démotivation quand le cédant demeure trop présent en micro-gestion, en micro-apprentissage et que ça ne laisse pas respirer le repreneur. Je vois des fois une perte de motivation qui peut s'installer. Puis des fois, ça peut être le contraire. On s'attend à ce que le repreneur, le cédant, excusez-moi, soit un petit peu plus présent. Et puis là, des fois, je me rends compte que le repreneur navigue un peu toute seule, se sent un peu pris au dépourvu, voit ça comme une extrême grosse montagne et là, on se retrouve face à une démotivation ou un désengagement. Et là, à ce moment-là, il faut comme revoir, rasseoir les gens. Souvent, je dois le faire périodiquement dans la relation de transfert. On rassoit nos gens ensemble. On revoit les rôles, les responsabilités, la fréquence des rencontres. Des fois, on va revoir le tempo plus rapide ou moins rapide au niveau des rencontres. Et aussi, c'est de reconnaître, de féliciter, de célébrer les bons coups quand on sent qu'il y a une acquisition qui est vraiment confirmée. On voit déjà des bons résultats dans l'organisation. On voit qu'il y a une réelle différence pour le repreneur. On voit déjà que la croissance de l'organisation ou le maintien des bons résultats dans l'organisation est vraiment au rendez-vous. Donc, ça permet aux gens de voir qu'il y a une belle appropriation, que c'est positif, que le changement, finalement, il n'est pas si négatif que ça ou il n'est pas si confrontant que ça. Donc, de veiller à souligner positivement dans l'organisation l'évolution, en fait, de ces étapes-là de transfert de connaissances peut être aussi des stratégies gagnantes pour maintenir une belle motivation. On va aller à l'autre volet. Donc, le volet 5, vous avez certainement une question en tête qui dit, ben là, le savoir, là, puis les compétences qu'on doit développer, comment on fait pour cartographier tout ça? Des fois, c'est un petit peu difficile à s'y retrouver. On peut rencontrer, bon, ben le cédant utilisait tel logiciel ou encore avait un écosystème client et de partenaires vraiment important. Comment je fais pour m'approprier tout ça? Parce que je ne peux pas être un clone hein, du cédant. Donc, oui, facilement, on peut venir cartographier, séquencer différents types de savoirs. Donc, au prochain visuel, je vais vous en parler. Donc, d'abord, on peut cartographier 3 types de savoirs. Le savoir régulier, donc un petit peu la théorie, le savoir qui est issu parfois d'un métier hein, pour lequel on a étudié. Donc, le savoir à proprement dit va être vraiment ce qu'on va aussi pouvoir regarder dès le début parce que des fois, ça peut être sous forme de lecture, ça peut être sous forme d'appropriation au niveau de certaines normes politiques pour lesquelles le repreneur doit vraiment là, avoir des connaissances très, très pointues. Donc, ça peut être une première séquence que l'on regarde. Ensuite, on va avoir le savoir-faire. Donc, ici, on est plus dans l'utilisation, la manipulation, c'est observable, on est capable là, de vraiment venir regarder des éléments pour lesquels je peux être en compagnonnage, par exemple, où est-ce que je vais regarder la personne faire, je vais le remanipuler, me faire corriger, ainsi de suite. On est plus de l'ordre du savoir-faire. Et ici, ensuite, en troisième lieu, on va avoir le savoir-être qui est davantage ciblé par le relationnel, les comportements. Donc, on est plus dans le côté humain ici là, des compétences. Ça peut être dans le savoir-être au niveau de la négociation, le savoir-être au niveau de la mobilisation, du côté bienveillant dans une équipe de travail. Ça peut être en termes aussi d'avoir une vision stratégique, mais comment je la communique, donc communication efficace. Le savoir-être va être beaucoup plus en termes de coaching, de mentorat, qu'on va être capable de venir développer ce type de savoir-là. Ensuite, en deuxième lieu, ce que je remarque beaucoup quand on fait la cartographie des compétences et des connaissances va être au niveau tacite ou explicite. Donc, on a parfois des éléments tacites qui vont être très difficiles à observer, à formaliser. Souvent, c'est de l'ordre de l'expérience personnelle. C'est tout ce que le cédant va avoir dans la tête, va avoir acquis avec les années. Souvent, ça devient très robotique, machinal, parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça ou que j'interviens de cette façon-là. Et à ce moment-là, même quand je pose des questions, le repreneur, puis que je veux
comptabiliser ou avoir là, du data plus formel. Je dois beaucoup poser de questions pour comprendre c'est quoi le quotidien, qu'est-ce que tu fais dans telle situation. Donc, c'est là où mon journal de bord va beaucoup faciliter les connaissances tacites, à venir les identifier. Ensuite, les explicites, ça le dit, c'est vraiment facilement articulable, je le vois, je le constate. C'est des éléments aussi qui viennent parfois avec un métier, qui sont parfois même déjà documentés dans l'organisation. Alors souvent, ça, c'est comme le chemin rapide qu'on va tout de suite commencer à transférer les connaissances pendant qu'on va documenter le tacite, puis que je vais poser des questions, puis qu'on va amorcer un transfert un petit peu plus là, détaillé de ce côté-là. Et d'une autre façon qu'on peut cartographier, c'est les connaissances pratiques versus théoriques. Encore là, c'est une autre façon de venir documenter, de venir séquencer le transfert de connaissances. Donc, dans le pratique, évidemment, compagnonnage, parrainage, on est vraiment un petit peu plus dans la manipulation et tout ça, alors que dans la théorie, on peut combiner, tu sais, webinaire, lecture, articles, déjà de la documentation PowerPoint, de la documentation sur le Drive dans l'organisation qui est déjà en place. Donc, ça peut être aussi une autre façon de voir comment cartographier finalement les différents types de savoir. Petite question, Pamela. Les savoirs, si on peut ainsi dire, là, les intangibles, comment on arrive à analyser ça? Y a-t-il des trucs? Y a-t-il des conseils? Y a-t-il une façon de faire pour aller les chercher? Oui, puis souvent, l'intangible, c'est tellement ce qui est le plus précieux. C'est ce qu'on veut savoir en Oui. premier lieu parce que ce qui est tangible, ce qui est observable, généralement, après quelques rencontres ou après quelques semaines, le cédant la relève voit déjà une certaine acquisition de ces compétences-là. Quand on parle de l'intangible, des fois, c'est des connaissances ou des compétences qu'on met en application seulement quelques fois dans l'année. Et des fois, il faut faire un tour de route 12 mois parce que j'ai des cédants qui ont un rôle assez cyclique. Par exemple, que leur milieu de travail va avoir du saisonnier. Fait que des fois, on va avoir des gros booms d'offres de services ou de soumissions pour préparer l'année suivante. Parfois, on va avoir, dans certains domaines, bon, tous les budgets vont se faire à l'automne. Donc là, c'est des éléments aussi qui sont, oui, intangibles, mais qui des fois aussi sont cycliques, puis que c'est pas nécessairement observable au quotidien. Donc, quand on parlait tout à l'heure de journal de bord, moi, c'est l'outil de prédilection que j'utilise parce que ça permet aux cédants à chaque jour d'identifier à qui j'ai parlé aujourd'hui, à l'interne de l'organisation, évidemment, mais surtout à l'externe. Est-ce que j'ai des partenaires de choix? Est-ce que j'ai un écosystème qui peut être transposé à ma relève? Est-ce que je dois initier des rencontres même dans cet écosystème-là avant que je quitte? Ensuite de ça, ça va être aussi, est-ce que j'ai utilisé des outils? Est-ce que j'ai utilisé des technologies? Est-ce que pour une situation particulière, j'ai eu une solution qui m'est venue comme ça parce que j'avais un bagage pour rapidement avoir cette solution-là, mais que je dois partager à ma relève. Alors, tous ces éléments-là, on est capable d'avoir cette traçabilité-là sous forme de journal de bord et ça permet d'avoir une meilleure introspection de la part du cédant, en fait, de ce qu'il fait de sa journée. Et sachez que j'ai tout aussi l'outil est tout aussi vrai pour la relève qui, elle, va remplir le journal de bord, mais qui va amener en lumière le fait de dire hey, j'ai rencontré telle situation, puis bien franchement, j'avais pas d'idée, j'avais pas de solution. C'est comme si je sentais qu'il y avait un vide au niveau de mes connaissances. Ou encore, j'ai rencontré telle problématique ou telle question d'un employé, j'ai répondu ça, mais finalement, je ne suis pas si sûre. Je veux aller me revalider auprès de mon cédant. Donc, la relève va compléter son journal de bord, mais elle va beaucoup indiquer les pièges, un petit peu les angles morts, les zones grises elle a su identifier dans l'organisation, puis qu'avec sa nouvelle gouvernance, elle aimerait clarifier des choses. Alors là, on va être de tout autre ordre de journal de bord, mais qui va être tellement complémentaire quand les deux vont s'asseoir puis qui vont venir lire un petit peu ce dont il est question là, de leur quotidien des dernières semaines, tout dépendant de la fréquence des rencontres. Donc, journal de bord, pour moi, l'observation, d'avoir des gabarits de questions aussi. Nous, on a une banque de questions qui permet là, d'être très inspirante finalement pour le cédant la relève pour mieux identifier ce type de connaissances-là. On passerait au volet suivant.
qui est le dernier, en fait. Donc, les outils essentiels. Alors, pour ceux qui sont avec nous ce midi, en fait, bon, ben, est-ce que vous avez des outils à acquérir? Est-ce que vous avez même à en bâtir à l'intérieur de l'organisation pour ceux qui sont déjà en amorce d'un transfert de connaissances? Puis, comme je vous le disais, bien que plus souvent qu'autrement, je fais de l'intervention dans une situation où on est dans un transfert d'entreprise aussi, là, une acquisition, mais ça se fait aussi la même dynamique avec les mêmes outils dans une entreprise qui identifie deux, trois personnes qui partent à la retraite, qui sont des joueurs importants, des joueurs clés qui méritent qu'on y accorde du temps pour maintenir cette intelligence collective-là. C'est la même démarche, sachez-le. Donc, ça peut être utilisé à plein là, de situations où on veut vraiment maintenir la connaissance dans l'organisation. Alors, rapidement, en termes d'outils, ici, ce que je mentionnerais, tout d'abord, on va parler, si on peut changer de diapo, tout d'abord, on va parler de technologie de la gestion des connaissances. Donc, ici, ça va être vraiment un système de gestion de contenu, de base de données, de plateformes collaboratives. Il en existe toutes sortes. Je vous ai mis ici l'exemple de POCAP. Ça en est une parmi tant d'autres. Ça ici, c'est un système qui est peut-être plus dans le volet industriel, où est-ce qu'on a l'option de venir collaborer à mettre de l'information, par exemple, sur une connaissance en particulier, sur l'utilisation d'un équipement, d'une machine, d'un processus à l'interne qu'on veut documenter, ajouter de la photo, faire des séquences vidéo parfois parce que je sais pas moi, je répare quelque chose ou je fais une certaine intervention puis je veux vraiment capter par vidéo la façon dont j'ai manipulé, dont j'ai fait. Donc, c'est très parlant aussi à la personne ensuite qui revit un peu la même problématique ou le même défi d'aller se référer dans ce genre de plateforme de connaissances-là. Donc, à ce moment-là, on est plus de l'ordre de la technologie, mais il y a des plateformes très accessibles, pas très dispendieuses, qui vont vous permettre d'être très, très agile et surtout de rendre la dynamique beaucoup plus collaborative que, par exemple, un PowerPoint, qu'on a le cédant qui va compléter, on va faire une petite formation one-on-one. Ça fonctionne aussi, puis c'est viable aussi cette façon-là, mais plateforme de technologie, je pense qu'en 2024, on est rendu là, puis il y a vraiment pour toutes les gammes, là, puis tous les budgets. Ensuite, on va avoir plateforme de collaboration en ligne. Alors ici, sans surprise, on va retrouver Microsoft Teams, on peut retrouver Slack notamment aussi. Alors, tout ce qui est plateforme de messagerie instantanée où on peut partager, se faire des canaux de communication sur certains sujets, va aussi beaucoup nous permettre de personnaliser puis favoriser la communication dans un processus de transfert parce que parfois, on va être à distance, parfois, on ne sera pas toujours là, assis les uns à côté de l'autre. Donc, plateforme, puis généralement, là, à 100 des fois, quand j'interviens dans les organisations, ils ont soit la G Suite ou ils ont la suite Office. Donc, et ces deux modèles-là vont proposer, promouvoir quand même là, des plateformes collaboratives. À ce moment-là, ce serait de les utiliser à 100 puis de les utiliser de façon efficiente. Ensuite, on va avoir des méthodes de documentation qui vont être plus formelles, je vous dirais, des fois même plus traditionnelles. On va parler ici bon, de manuels, de processus écrits, de méthodologie aussi qui va être documentée. Ça peut être des tutoriels par vidéo. Je pense à un cédant que j'ai fait que lui fonctionnait beaucoup par explication vidéo qui avait enregistré par thématique dans un programme, évidemment, là, une technologie pour recevoir en fait cette documentation-là. Il y en a qui vont procéder en guide pratique avec des print screens. J'ai vu des beaux modèles aussi de cette façon-là. Le fameux journal de bord dont je vous parlais. Alors, je pense que l'idée à retenir ici, c'est d'avoir non seulement, pas seulement un outil, mais de dire comment je peux avoir avec ma cartographie des compétences, que vous vous souvenez qui est en première étape, quels sont les outils qui seront favorables à assurer un transfert efficace. Et c'est là où, généralement, on va venir combiner des outils et ça va donner vraiment un effet de levier assez important, je vous dirais, pour l'acquisition de ces compétences-là. Alors, pour moi, c'est des outils essentiels qui est à vous partager aujourd'hui là, pour le bénéfice de ceux qui vont peut-être amorcer bientôt une stratégie de transfert de connaissances.
Donc, c'est déjà la conclusion. Je suis contente. On a bien respecté le délai. Donc, on avait un 45 minutes pour laisser une belle portion là, au niveau de réponse aux questions. On va aller voir là, probablement également les petites questions qui sont arrivées là, dans le chat. Pour moi, en conclusion, dans le transfert d'entreprise, le volet humain, pour moi, est tout aussi important que le volet juridique, que le volet financier, d'avoir déjà un éveil de conscience midi, de dire que ce soit à la vérification des gens, que ce soit rapidement quand la transaction est conclue, de veiller à avoir un regard sur le volet humain, sur les compétences des gens, sur la connaissance, sur le niveau critique des compétences à garder dans l'entreprise. Pour moi, c'est d'une agilité qui va vous permettre vraiment d'assurer la pérennité de l'organisation et aujourd'hui de vous avoir outillé, inspiré, à, oui, une façon de faire, mais aussi à vous doter peut-être d'une curiosité à aller chercher les outils de l'information. Donc, et de comptabiliser finalement toutes les données de connaissances qu'un cédant peut aller transmettre à la relève. Pour moi, ça sera mission accomplie. Donc, ma petite phrase clé avec laquelle je voulais finir, c'était tout simplement investir dans le transfert de connaissances, c'est aussi investir dans l'avenir durable de votre entreprise. Puis, je pense qu'il n'y a pas personne qui va faire de transaction, que ce soit le cédant ou une relève, et qui souhaitent que ces connaissances-là se perdent et que finalement, on doit repartir de zéro en termes d'expertise, mais aussi de distinction au niveau de la compétition, parce que c'est surtout ça. Plus on a une expertise qui est réelle à l'interne, plus elle est maintenue, puis elle est entretenue à l'interne par une culture apprenante forte, plus l'organisation est innovante, créative, puis maintient un bon positionnement concurrentiel sur le marché. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, on peut peut-être y aller avec des questions. Je ne sais pas, Mylène, si... Oh oui, ben Pamela, mille merci. Écoute, on voit souvent les étapes d'un transfert. Là, on est vraiment rentré dans le crunchy, dans les détails. Tu nous as vraiment fait une super grande lumière sur toutes les étapes de cette étape-là en soi. Fait que un gros, gros merci. C'est très, très généreux comme information. C'était très clair, très précis. Fait que oui, effectivement, on est à la période de questions. Donc, on a un petit 15 minutes devant nous encore. Je crois que je vais demander à Chantal s'il y aurait toutefois une première question de Oui, son côté. Oui. En fait, ben, puis moi, si vous voulez, je peux être autonome, si vous me permettez. J'ai plein de petites questions que je vois parce que je voyais, on ne peut pas mettre les mains oui, levées, mais écoutez, ici, là, j'en ai, excuse-moi Pamela, j'en ai oui, d'accumuler par exemple qui sont rentrés super, sur le ben oui, allez-y, Q&A. Fait que j'irai on va peut-être dans économiser l'ordre du que temps. c'est arrivé si ça vous dérange pas. Allez-y. Dans le fond, la première question, c'est comment intégrer le transfert du réseau de contact du cédant, laquelle est souvent une mine d'or pour l'entreprise, et comment Hmm. favoriser le transfert d'allégeance au repreneur quand le cédant aura quitté l'entreprise. Donc, moi, souvent, ce qu'on va suggérer, puis évidemment, après ça, c'est toujours au choix là, du cédant et de la relève. Généralement, on va veiller à, puis des fois, ça peut être bien banal, là, mais regarder les contacts courriels. Ça peut être regarder les contacts professionnels sur le cellulaire, par exemple. Tous les bases de données des contacts, ceux qui ont parfois, ça peut être HubSpot, Pipedrive, tous les CRM aussi vont beaucoup parler de notre réseau au niveau de la clientèle, des fois de notre réseau de partenaires aussi. Alors pour moi, là, c'est généralement de passer, là, sans dire au peigne fin, mais de regarder vraiment en diagonale c'est quoi ces contacts-là et peut-être même d'identifier là, à ce moment-là, de se faire un fichier, de dire hey, ça, c'est essentiel, ça, c'est important. Et j'ai même à l'idée là, un souvenir d'un cédant pour lequel j'avais accompagné avec sa relève, qui lui, là, c'était une mine d'or par rapport à l'écosystème, aux relations qu'il y avait au niveau de sa spécialité. En fait, là, on était plus dans le domaine industriel là, dans cette situation-ci. Et on avait même mis des thèmes. Donc, si tu rencontres telle problématique ou si tu es sur tel projet, voici les gens que je contacte régulièrement. Si c'est de l'ordre d'un autre sujet ou encore tu as besoin de conseils, de références ou tu as besoin, des fois, ça peut être même de financement ou quoi que ce soit, on avait vraiment cartographié par thème le réseau de contacts parce que sinon, ça devient une liste lourde de contacts, de courriels, ainsi de suite. Et même après, une fois qu'on a cartographié par thème qui j'appellerais moi à ta place quand je rencontre tel et tel défi problématique ou si j'ai des questions,
ou quoi que ce soit. On a même indiqué quelle rencontre j'ai le goût d'initier avant de quitter et j'aimerais t'introduire de qualité là, sous forme de lunch, d'aller prendre un café ou quoi que ce soit. Donc, dans le calendrier du CEDAN pour le départ, on avait même identifié certaines rencontres préalables aussi avec le réseau de contact. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question qui est, attendez, je vais pas me tromper. OK. Dans le cas que le cédant est seul et occupe toutes les fonctions de l'entreprise, on vise quelle approche de transfert? Oui. Bon, ça, je le vois beaucoup là, en toute transparence. Quand on est de l'ordre de la petite entreprise, généralement, on ne s'en sort pas. Là. Le propriétaire, parfois, c'est lui qui gère ses médias sociaux, c'est lui qui fait ses fins de mois. Ensuite, c'est lui qui fait son embauche. Puis, bon, évidemment, gère ses budgets, ainsi de suite. Alors, c'est sûr que moi, généralement, on va estimer, on va regarder les projets de l'entreprise. Sur la période que le cédant désire s'investir et demeurer en fonction. Donc, selon les projets qu'il y a ou les urgences et priorités, parce que généralement, lorsqu'on fait une transaction, on a quand même un plan stratégique pour maintenir les activités, maintenir la croissance. Des fois, je suis dans des modèles de transfert où on est même tant qu'à faire une transaction, on demande des sous de plus parce qu'on veut installer un équipement plus sophistiqué. Donc là, des fois, on est même dans d'autres projets en parallèle de l'acquisition. Et là, ça devient plus facile quand même de prioriser les compétences qui seront essentielles dès le début. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être pas le marketing, c'est peut-être plus au niveau de la gestion des budgets. On va peut-être être, étant donné qu'on a beaucoup de projets à venir, la transaction nous permet de croire que, on estime une croissance de X%, je planifie que je vais manquer de main-d'œuvre, à ce moment-là, je vais peut-être rapidement m'approprier un petit peu plus de connaissances au niveau des RH, de la façon dont l'employeur avant recrutait, c'est quoi les descriptions de poste. Donc, moi, j'attache beaucoup la vision stratégique. Généralement, on a des chantiers stratégiques comme repreneur. Ces chantiers-là nécessitent quelles compétences? C'est à partir de cette vision stratégique-là que je vais être capable d'identifier la priorité du transfert. Parce qu'on se souvient, on veut la pérennité puis on veut les résultats. Fait qu'on va y aller avec la vision stratégique. Excellent. Je vais juste dire aux gens, n'hésitez pas à quand même mettre des questions si le temps avance. Là, je vais faire ça vite parce qu'on va regrouper les questions puis on va faire un article qu'on va pouvoir mettre sur le blog du CETEC. Fait que si vous pensez qu'il est trop tard, il n'est pas trop tard. Fait que continuez d'en mettre. Fait que je laisse aller. Parfait. Merci, Mylène, pour la précision. La prochaine question, comment faites-vous pour identifier et évaluer les connaissances? Quelle différence entre connaissances et compétences? Oui, donc en fait, pour moi, tout d'abord, je fonctionne quand le budget le permet, parce que c'est sûr que c'est des sous supplémentaires dans un processus de transfert. Moi, ce que j'aime beaucoup, généralement, là, concrètement, là, j'arrive, je regarde l'ensemble des descriptions de postes lorsque des descriptions de postes sont disponibles dans l'organisation. Ensuite, je vais aussi m'approprier les profils de poste. Donc, encore là, on est dans le cédant relève. Je vais regarder un petit peu c'est quoi les profils recherchés. Par exemple, on identifie qu'il y a 12 compétences qui sont essentielles pour être la relève du président. Donc, généralement, le président va dire, j'ai eu en quelque part un peu de succès parce que j'avais telle et telle compétence, mais j'avoue que pour le futur, je vais peut-être ajouter 2 compétences pour mon repreneur. Je sens que ça va bien servir pour la suite des choses. Fait que généralement, on va avoir un genre de scénario de 10-12 compétences. Et moi, j'adore travailler avec la psychométrie. Alors, je vais venir évaluer, mesurer pas l'acquisition, mais plutôt la compréhension puis l'appropriation de ces compétences-là via la psychométrie. Et alors là, c'est une autre manière de gérer la priorité de comment je vais faire le transfert. Si jamais sur 10-12 compétences, j'en ai 5 qui sont vulnérables, que ce n'est pas ma tasse de thé, c'est bien sûr que je vais débuter par celle-ci. Et dans des tests psychométriques, on va parler davantage de compétences qui sont généralement déclinées par comportement observable au quotidien. Donc, est-ce que c'est la communication efficace comme compétence? Si oui, la communication efficace, ça se traduit comment au quotidien? Donc, c'est de parler et de vulgariser les objectifs de façon claire. C'est d'être capable d'adresser des choses plus critiques ou plus difficiles de façon bienveillante. Donc, tout ça,
on décline en comportement attendu. Ça devient beaucoup plus facile pour la relève de comprendre c'est quoi les attentes au quotidien, parce que c'est vrai que des fois, une compétence, vite comme ça, c'est pas si facile à comprendre. C'est comment ça se traduit, ça, au quotidien. Merci. J'en ai une prochaine. Serait-il utile de faire affaire avec une firme spécialisée en transfert des connaissances qui irait préalablement en entreprise pour monter le plan d'action et les outils afin d'assurer un transfert efficace? Ben, ça dépend toujours. Si je prêche pour ma paroisse, moi, je sens que quand j'interviens, j'économise du temps à mes gens. C'est-à-dire, on arrive, on a notre trousse, on a notre boîte à outils, on explique comment ça fonctionne, on cartographie les compétences, on fait de l'observation, puis rapidement, les gens ont un effet de levier pour être tout de suite en action et faire les transferts. Quoique ce n'est pas dit on peut avoir une belle autonomie en entreprise, on peut avoir des gens en ressources humaines qui maîtrisent bien toutes les thématiques de compétences, des façons de faire pour développer une compétence. Alors, ce n'est pas dit qu'il peut y avoir des belles formules faites de façon autonome. Encore là, je pense que l'idée là-dedans, c'est que si ça devient une priorité, ben, on y accorde du temps, on déploie des outils qui sont efficients, qui sont de qualité, et généralement, ça mène avec de beaux résultats. Est-ce que oui ou non, c'est essentiel de l'externe? Je pense que ça dépend du budget, ça dépend du temps et de la priorité qu'on y accorde à ce transfert-là. Parfait, merci. Je regarde le temps. On a peut-être le temps de s'en prendre une dernière. Oui. Des précisions sur comment gérer des connaissances qui mènent à une certification ou qui doit ensuite être maintenue annuellement. Ben, c'est sûr que des fois, quand j'arrive avec un cédant, qu'effectivement, il y a des connaissances qui sont de l'ordre d'une obligation, d'une politique. Je pense, par exemple, à tout ce qui va être, je ne sais pas moi, ISO. Des fois, j'ai des compétences aussi qui vont être renouvelables au niveau des chantiers, de la construction, qui sont renouvelables aux 2, 3 ans. Donc, oui, c'est vrai, là, c'est une très bonne question. Il y a vraiment des compétences, des fois, qui vont nous amener à une obligation de renouvellement pour assurer un maintien d'une certaine certification. Je voyais tantôt une question qui passait qui était comment on fait pour mesurer le niveau critique. Ça, c'est un niveau critique, c'est-à-dire j'ai une certification qui dépend du maintien d'une compétence. Donc, c'est bien certain que cette compétence-là, je vais viser à la développer assez rapidement chez ma relève, effectivement. Mais on va les traiter. Moi, je vais les développer ou mes stratégies de développement puis de transfert de connaissances, que ce soit une compétence qui va nous amener une certification ou à un maintien d'une certification, de compétence qui ne nous amène pas ou qui ne vise pas vers une certification, je vais les développer avec des stratégies, je vous dirais, assez similaires, là, comme on l'a dit tantôt, compagnonnage, coaching, formation plus traditionnelle, webinaire, blog, peu importe, mais ça va beaucoup plus jouer finalement sur la notion de critique. Parfait, c'est pas mal le temps qu'on avait pour les questions. Là, j'ai pris en note celles qui n'auront pas été répondues là, en live, mais comme disait Mylène, là, il y aura un article de blog qui va prendre en compte l'ensemble des questions. Il sera traité sur le sujet. Tout à fait. Fait que pour conclure le tout, l'événement s'achève là. Un gros merci encore, Pamela, pour le contenu fort pertinent, fort intéressant. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, on a en ligne présentement, vous allez voir, là, on vous demande de bien vouloir répondre au sondage de satisfaction. Ce serait bien apprécié. Donc, sur ce, je vais souhaiter à tout le monde une très, très belle journée et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.